Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se întoarce la literatura de prim rang grație întâlnirii cu autorul unui roman absolut extraordinar. Sunt Marius Constantinescu, iar invitatul meu este astăzi Jean-Baptiste Andrea, Marele Premiu Goncourt 2023 pentru romanul Mereu cu gândul la ea. Jean-Baptiste Andrea, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour la télévision roumaine et surtout merci pour ce livre merveilleux, vraiment. Les gens et les médias vous qualifient en France comme assez lointain, disons, d'un profil du romancier français. Est-ce qu'il y a une chose pareille comme le romancier français, définition standard? Bonne question. D'abord, merci de m'accueillir. Je suis vraiment très honoré d'être là. Il y a probablement aujourd'hui en France un profil type du romancier ou de la romancière française, oui, dans la perception de beaucoup de gens, qui est que c'est quelqu'un qui est centré sur l'autofiction, très autocentré, qui écrit sur lui-même, ses problèmes, sa vie, son divorce, ses conquêtes amoureuses, son désespoir, la maladie. Enfin, c'est vraiment très centré sur la personnalité de l'écrivain et sur l'autofiction. Dans la réalité, je pense que la littérature française, elle est beaucoup plus diverse que ça. Simplement, comme dans beaucoup de pays, l'opinion est essentiellement faite dans des petits cercles qui sont dans la capitale et donc qui tendent à renforcer cette perception de ce qu'est la littérature en France. Donc moi, je suis français, je suis écrivain, je suis un écrivain français. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question et que cette question s'est beaucoup posée au moment voilà, cette année, au moment du prix Goncourt. Votre premier livre paraît à 45 ans, un peu en retard, disons. Que dites-vous? Non, je pense que peut-être avant, ça me paraît... en fait, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir vécu pour écrire un roman. J'ai l'impression qu'il faut de l'expérience. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des très grands romanciers qui ont commencé très tôt. Pour moi, c'était impossible d'écrire un roman avant. J'étais pas assez sérieux. D'ailleurs, je suis toujours pas assez sérieux. Mais non, j'avais besoin de maturité, j'avais besoin d'apprendre aussi. J'avais besoin d'apprendre à écrire. Moi, je suis contre... En France, on a le culte de l'inspiration. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose de très français. Comme si l'inspiration, ça suffisait. Et moi, je crois que l'inspiration, ça ne suffit pas. Je crois que le travail, c'est beaucoup plus important que l'inspiration. En tout cas, c'est un mélange des deux, un bon livre, un grand livre. Et donc, moi, j'ai eu besoin d'apprendre à travailler, d'apprendre à écrire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des recettes, mais je crois que ce que j'appelle apprendre à écrire, c'est apprendre à se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et moi, j'ai eu besoin de 45 ans pour ça. Et vous avez écrit le premier roman seulement pour, disons, répondre à un désir intérieur. Oui. J'ai passé 20 ans dans le cinéma avant à écrire des scénarios et à réaliser. Et en fait, il faut comprendre que dans le cinéma, à chaque fois qu'on a une idée, cette idée-là coûte de l'argent. Puisque quand on écrit un scénario, le scénario n'est pas le produit fini, c'est la description de ce qu'on veut faire. C'est la description de ce que va être le film. Et donc, entre le moment où on écrit sur le papier, ça c'est gratuit, et le moment où on va faire le film, qui est l'objectif final, là, tout d'un coup, l'argent vient s'immiscer entre l'acte de création et le produit final. Et c'est comme ça, hein, ça a toujours été ça, le cinéma, ça coûte cher. C'est une contrainte qui est source de création, mais à un moment qui n'est plus source de création. Pour moi, en tout cas, et d'ailleurs, c'est très intéressant, si vous regardez beaucoup de réalisateurs qui ont fait un film génial que les gens adorent, souvent le premier, regardez le deuxième, le troisième, souvent c'est moins bien. C'est pas que les gens ils sont moins talentueux, c'est qu'il y a plus d'argent, il y a plus de contraintes, il y a plus de gens qui donnent leur avis. Et donc, je trouve qu'on s'éloigne en fait de soi-même, on se perd un peu, c'est le risque. Et moi, au bout de 20 ans, je voulais plus, j'y arrivais plus. J'avais l'impression
comme je le disais tout à l'heure, d'avoir appris quelque chose, d'avoir appris à me débarrasser de ce qui n'était pas nécessaire. Je voulais raconter qui j'étais vraiment, je voulais raconter ma vision du monde et je voulais la partager, ma vision à moi du monde, sans demander l'avis de 10 personnes. Voilà. Et sans, parce que sinon, ça cesse d'être ma vision. Et donc, j'ai écrit ce roman, Ma Reine, pour moi. Quand j'ai écrit ce roman, je n'ai pas du tout pensé un instant que j'allais le publier. Ce qui me paraît absurde, parce que l'écriture était déjà mon métier. Mais je l'ai vraiment écrit comme si j'avais traversé un long désert et que je me baignais sous une source pour me laver de tout le sable, de toute la poussière, juste pour profiter de la joie de se laver. Voilà. Une nouvelle fois, je ne voudrais pas donner l'impression que le cinéma m'a sali. J'ai vraiment beaucoup appris. Ça a été une très belle école pour moi. J'ai des très bons souvenirs, mais je savais que ça, c'était fini, cette histoire-là. Que c'était une belle histoire d'amour qui était terminée et que je découvrais un amour encore plus grand, encore plus fort. Et j'ai écrit ce roman sans me dire je vais le publier. C'est quand j'ai fini, j'avais 300 pages, 250 pages, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse lire ça à d'autres gens. Ça s'est passé comme ça. Oui. Et puis, le roman a été refusé pour combien de fois? J'ai imprimé 15 exemplaires, je les ai envoyés 3 semaines après. Tous les jours, j'ai commencé à recevoir un refus, 15 refus. Mais je crois que... Comment ça se passe? Comment vous luttez, disons, contre ces... Très bonne question. Ça, c'est quand je fais des interventions dans des classes ou des lycées et je vois des jeunes qui veulent se lancer dans des carrières artistiques, la seule chose que j'ai à partager, moi, c'est que ce n'est pas une question de talent. J'ai pas plus de talent que n'importe qui. On descend dans la rue, j'ai pas plus de talent que n'importe qui. Ce que j'ai en revanche... J'en douterais. Mais non, mais je vous assure, ce que j'ai, c'est que j'adore écrire. J'ai fait ça toute ma vie. Je n'ai fait que ça dans ma vie. J'ai jamais eu d'autre travail. Et quand je tombe, je me relève. Et j'ai compris très tôt que l'écriture, c'était comme un boxeur qui monte sur le ring. Quand on a un refus, on ne pleure pas et on ne se met pas en position catatonique en se disant « Mon Dieu, je suis incompris ». Soit on recommence, soit on insiste. Et on recommence pour devenir meilleur. Et quand on sait que le produit est bon, alors là, on insiste. Et un boxeur qui monte sur le ring et qui pleure parce qu'il a reçu un coup, ce n'est pas un boxeur. Un artiste qui ne supporte pas le rejet et le refus et l'échec, c'est pas un artiste. Donc pour moi, la qualité de l'artiste, c'est 1, la force de travail, donc la détermination, et 2, la capacité à encaisser le rejet. Je me revois très bien devant ma boîte aux lettres, tous les jours, recevoir. Ils arrivaient tous un par un, ces refus. Et j'étais tellement habitué par les 20 ans de cinéma à gérer ça, bien sûr, ça me fait pas plaisir, mais ça me détruit pas. Et donc, je me suis dit, bon, au bout de ces 15 refus, tous mes manuscrits sont revenus. En plus, ça coûtait cher de les faire relier. Je me dis, bon, je vais les envoyer un par un maintenant, et à des maisons plus petites, plus ciblées, plus boutiques. Et quelqu'un me parle de l'Iconoclaste, qui était une maison que personne ne connaissait à l'époque. Ils avaient fait des beaux livres pendant 20 ans, mais quasiment pas de littérature. Quelqu'un me dit, ils cherchent de la littérature, ils veulent se lancer en littérature. Je l'envoie chez eux, et je reçois un message un jour disant... Ne montrez ce manuscrit à personne, on adore, on veut signer avec vous. Et quand je rencontre celle qui devient mon éditrice, la femme à qui je dois tellement de choses, probablement la seconde femme après ma mère et mon épouse, la troisième à qui je dois tant de choses, quand je la rencontre, elle me dit « Vous avez montré ce manuscrit à quelqu'un d'autre, c'est génial. » Alors moi je lui dis « Non, personne ne l'a vu. Non, personne ne l'a vu. » Après je lui dis la vérité. Mais non, ça a été une vraie rencontre. J'adore cette idée un peu mystique que ces refus étaient là pour que je rencontre cette femme. Voilà, c'est incroyable. C'est une aventure extraordinaire. L'Iconoclaste est devenu ma seconde famille. Et voilà, ça a été une aventure merveilleuse. J'aimerais dire aussi que Trey, grâce à qui je suis ici, a publié ce premier roman. Oui. C'est un des rares éditeurs qui m'ait publié dès mon premier roman à l'étranger. Donc ça, c'est très précieux pour moi. Foudre de guerre, génie, lumière, c'était tout ce que j'étais pas. On n'arrêtait pas de me le répéter. On allait venir me chercher. Alors j'ai décidé de partir à la guerre. De leur prouver que j'étais un homme. Autant le dire tout de suite, la guerre, j'y suis jamais arrivé. Tu sais qui je suis? Non. Je suis la reine. La reine de quoi? De tout ce que tu vois. Tu veux me servir? Oui. Tu ne dois pas essayer de me trouver. Sinon, je perds tous mes pouvoirs. C'est toujours moi qui viendrai te chercher. C'est pour ça que je l'aimais, Viviane. Je pouvais lui obéir sans avoir l'impression d'être un enfant.
Mereu cu gândul la ea, în original Veillez sur elle, este povestea de dragoste imposibilă între Michelangelo Vitaliani, un sculptor sărac, dar de geniu și măsurând doar 1,40 m, și Viola Orsini, fiica fermecătoare și atât de specială a uneia dintre cele mai puternice și influente familii italiene. Este totodată și o poveste despre reziliența sufletului, despre transformările politice ale Italiei în primele decenii ale secolului 20 și despre cum cele mai puternice seisme sunt întotdeauna cele din interior. C'est aussi votre expérience de cinéaste que beaucoup utilisent pour justifier un peu le succès de Veillez sur elle. À mon avis, c'est le succès d'un conte merveilleusement imaginé et merveilleusement écrit. Que dites-vous de ce côté cinématographique du roman? Alors, bravo, vous avez répondu à la question comme moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je lis une histoire ». J'ai plein d'images dans la tête et donc c'est votre expérience du cinéma. Mais avant le cinéma, il y avait la littérature. Avant le cinéma, il a une centaine d'années, enfin un petit peu plus, et avant il y avait la littérature. Avant, les gens lisaient précisément pour se mettre des images dans la tête. Donc l'idée qu'il y a des images qui sortent des livres, ça ne vient pas du cinéma. De nos jours, quand on a des images dans la tête, on met le mot cinéma. Mais non. L'image, elle vient du mot, elle vient des mots, c'est la puissance de la littérature. Je pense que le fait qu'on voit des images en lisant mes livres n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma. Le problème, c'est qu'il y a des livres qui ne génèrent aucune image. Et ça, c'est ça le problème. Voilà, ça n'a rien à voir avec le cinéma, ça a à voir avec des livres qui sont incapables de générer des images. Je pense qu'un bon livre, quel qu'il soit, même un livre d'autofiction, un bon livre d'autofiction doit générer des images. Mais je crois que l'image appartient d'abord à la littérature. C'est aussi une déclaration d'amour pour l'Italie, le pays de l'art et de la musique. Oui, alors moi je suis d'origine italienne en plus, voilà. Oui, il y a ce côté déclaration d'amour à l'Italie, probablement. Enfin, pas probablement, il y a absolument ce côté déclaration d'amour à l'Italie qui a eu aussi une importance dans ma vie, qui est ma découverte de l'art. Je crois que c'est un des premiers pays où je suis allé à l'étranger. On n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais petit, donc l'étranger c'était inaccessible. Et puis, les choses se sont un peu arrangées quand j'avais 15 ans. Et tout d'un coup, on a pu aller à l'étranger. Mes parents m'ont emmené en Italie. Et là, je découvre, au bon âge, en plus, c'est le bon âge. Je découvre les musées de Florence, je découvre l'art. Mes parents m'ont beaucoup exposé à l'art en général. Mais tout d'un coup, Florence, c'est... Waouh! L'art est dans la rue, l'art est partout en Italie. Et donc, je crois que ça m'a donné, inconsciemment, bien sûr, je ne mettais pas ces mots dessus, l'excitation de découvrir que le monde était riche de cet art-là. Et puis aussi, probablement, moi, une nouvelle fois, qui voulais être écrivain depuis que j'étais gamin, depuis que j'étais petit, de me dire c'est possible. Parce que ce pays est fondé sur l'art. Ça veut donc dire que c'est un métier. Ça veut donc dire qu'on peut dédier sa vie à l'art. Parce qu'il faut comprendre que quand j'ai dit à ma famille que moi, je voulais écrire, alors qu'ils m'avaient irradié avec l'art, la musique... Pour eux, il n'était quand même pas question de devenir celui qui faisait. Moi, ils voulaient que je sois avocat ou médecin ou homme politique ou financier, mais surtout pas écrivain. Donc mais par amour, ça leur a beaucoup fait peur, cette idée que j'ai pas de métier, que j'ai jamais eu d'autres métiers, que j'ai jamais changé d'avis, que j'ai toujours voulu écrire. Et donc l'Italie, donc moi j'entendais autour de moi, mais non, mais c'est pas un métier, tu pourras écrire à côté si tu veux. Oui. À côté, bien sûr, mais un vrai métier. Pour moi, c'était pas question que ce soit à côté. C'était là, ça pouvait être que toute ma vie. C'était pas autrement, comme beaucoup de gens qui choisissent des carrières artistiques. Ça peut pas être à côté. On le fait entièrement, on le fait pas du tout. Sinon, on n'a pas le temps d'apprendre. Enfin, moi, j'avais besoin, je suis lent, j'ai besoin d'apprendre. Donc, quand je vois ce pays qui me dit, bien sûr que tu peux être un artiste. Bien sûr, regarde, cette ville entière n'existerait pas sans les artistes. Ce pays entier n'existerait probablement pas ou serait différent. Je crois qu'inconsciemment, ça m'a formé cette alliance profonde avec l'Italie. Pourquoi Fra Angelico? Parce que c'est un des endroits au monde qui m'a le plus bouleversé. Cet endroit-là, le couvent San Marco, où Fra Angelico a vécu, était moine et où il a décoré les cellules. Je crois que c'est un endroit qui est à la fois d'une très grande pureté et d'une richesse irradiante, qui est riche et pauvre à la fois. Ça, c'est le grand art, qui est capable d'être pauvre pour parler aux plus pauvres d'entre nous, et même aux plus démunis, c'est-à-dire qui n'a pas la connaissance de l'art,
peut tomber en larmes, fondre en larmes devant ces fresques-là. Et en même temps, le plus grand amateur d'art, le plus éclairé, peut aussi les admirer. Ça, c'est la plus grande forme d'art. Je crois aussi que Fra Angelico était un homme qui était très croyant. Oui. Moi, je suis très mystique, donc je crois en quelque chose. Je ne me définis plus comme étant dans une religion ou une autre, mais je n'ai pas perdu la croyance en quelque chose de plus grand que nous. Et je crois que c'est un des endroits, pour moi, c'est très personnel, c'est un des endroits du monde, comme un gateway, comme une passerelle avec un autre monde. Avec ce quelque chose de plus grand que nous, il est là, dans cet endroit-là. Pour moi, c'est un des passages vers l'au-delà, cet endroit-là. Ça m'émeut toujours autant, j'y vais toujours autant. Je répugne à en parler parce que c'est encore un des seuls endroits de Florence, étonnamment, où il n'y a personne. C'est étonnant. On vit dans l'ère du surtourisme. Oui. Les gens font la queue pendant 2 heures pour Pitti, pour rentrer voilà, aux Uffizi, pour le faire rentrer dans le Duomo, Duomo. oui. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus découvrir ces endroits comme moi je l'ai fait. C'est-à-dire, tu arrives et tu rentres dedans. Voilà. Donc ça, c'est plus possible, mais c'est possible à San Marco, mais je ne sais pas s'il faut le dire. Et donc, la dernière fois que je suis allé à Florence, je suis allé à San Marco 2 fois dans la journée, parce qu'en fait, on peut juste entrer. Il n'y avait personne. Et pour moi, c'est aussi puissant que les offices. Bien sûr, il faut voir les offices aussi, mais c'est quelque chose de très, 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 très beau. Et puis, c'est rare de voir l'art qui sort du tableau, qui sort du cadre d'un tableau, qui est peint sur le mur. Enfin, il y a plein de choses. Et les couleurs sont extraordinaires. Ouais, c'est très beau. Tout en parlant d'Italie, il y a une certaine fascination pour ce pays au bout de se désintégrer, disons. Vu comme un paradis perdu, on sent presque passer dans cette Italie le guépard de Lampedusa et de Visconti. Vous avez pensé à ça aussi? J'ai pas pensé consciemment, mais c'est un des livres de ma vie. Donc forcément, ce livre, le Guépard, infuse ce livre-là. Je voulais surtout parler de l'Italie dans ce qu'elle avait de noir aussi, en fait, dans le côté guerrier, dans le côté lâche, dans le côté fascisme. C'était très important pour moi de ne pas faire un travelogue de l'Italie, un film touristique. Oui. Donc c'était très important de dire c'est le pays où il y a Fra Angelico et c'est le pays où il y a Mussolini. Voilà. Et l'un n'existe pas sans l'autre, en fait. Voilà. Donc ça, c'était très important pour moi. Et puis voilà, c'est sûr que c'est un pays d'une longue histoire, de transformation. Tout est tragédie, tout est complexe. Et d'ailleurs, au fond, c'est vrai de tout pays, c'est vrai de la Roumanie, c'est vrai de la France. Les grandes transitions se font dans des révolutions, dans des choses qui marquent l'histoire du pays. C'est vrai en Italie, mais en plus, il y a cette sens du théâtre, de l'individuel, ce sens de la tragédie, je fais allusion dans le livre, italienne du quotidien, ce sens du théâtral qui rajoutait une dimension que je trouvais extraordinaire. On parlait de la musique aussi. Combien d'importance a la musique dans la phrase pour vous? Alors, l'importance dans ma vie déjà est énorme, et dans la phrase est musique. Ça, c'est très important pour moi, au point que, en fait, quand j'écris mes phrases, je ne réfléchis pas. Moi, mon mode de travail, c'est que je travaille la structure d'un livre pendant des mois et des mois avant d'écrire la première ligne du texte que vous lisez aujourd'hui. Ce livre, il commence dans ma tête par l'idée de la fin, la résolution du mystère de cette œuvre d'art qui est cachée par le Vatican, on ne sait pas pourquoi. Il y a un thriller métaphysique dans ce livre, ça c'est l'échine du livre. Mais donc je me dis, ok, comment j'arrive à cette fin, comment j'écris cette histoire-là? Je passe 10 mois à noter des idées, pas des phrases littéraires sur un carnet. Qui sont les protagonistes? Comment? C'est ça que j'appelle le travail. Quelle est la meilleure façon de raconter cette histoire? Vous aurez une version, j'aurai une version, 10 personnes différentes la raconteront de manière différente. Mais pour moi, Jean-Baptiste Andréas, si je suis honnête avec moi-même, je ne vais pas partir tout de suite comme ça, parce que j'ai l'inspiration. Je dois être honnête avec moi-même, éliminer mes mauvaises idées, éliminer mes faiblesses, éliminer mes clichés, ma paresse, et travailler pour que cette version soit la meilleure possible. Ça prend 10 mois sur ce livre. Et puis, au bout de 10 mois, je me mets à écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'enfin, j'entre dans la phase qui me plaît. Avant, c'est très pénible. Je m'assieds devant mon ordinateur, je sais que je vais écrire à peu près 3 pages par jour, dans un flot continu. Sur ma page, premier chapitre, il y a écrit Mimo, on rencontre Mimo qui meurt dans une abbaye. C'est la première page. Je ne sais pas comment je vais l'écrire. Ça, je l'écris dans un flot que je ne corrige quasiment pas. Et c'est là que la musique intervient. C'est-à-dire, c'est comme un musicien qui va jouer une improvisation.
j'ai passé 10 mois à travailler la grille d'accords. Je sais exactement en quelle tonalité on est, je sais si ça va changer de tonalité, je sais si je veux je sais si je veux sortir de la tonalité, et bien là je joue. Là, l'écriture pour moi c'est un vrai jeu musical. C'est une longue improvisation, mais ça n'est pas n'importe quoi puisque l'improvisation ne fonctionne que si je suis bien dans les bonnes grilles d'accords et si je veux dissonner, je dois savoir pourquoi. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très musical. En fait, j'ai beau relire le livre, je corrige très peu de choses. Précisément parce qu'au moment où j'écris, c'est cette joie d'improviser, cette joie de faire de la musique. Et je dirais que quand je remets mon manuscrit à mon éditrice, il est à 90% identique à ce qui va être publié. Bien sûr, après, on fait des petites retouches. On se dit là, c'est peut-être un peu trop dissonant. Peut-être que c'était trop aventureux. Mais c'est déjà très, très présent. Enfin, le texte est déjà là. Vous avez un peu répondu à une question prochaine parce que le livre est assez grand, le récit s'étend pour presque un siècle et quand même il me semble écrit de la même manière qu'on le lit, c'est-à-dire d'un seul souffle, un souffle gigantesque mais en tout cas un seul souffle. Et j'étais curieux, est-ce que vous avez senti le besoin de compliquer un peu le récit ou d'aller sur plusieurs rues? Non, au contraire, je savais qu'il y avait beaucoup de choses dans ce récit, au point que j'ai compris que j'avais mon livre. Quand j'ai regardé mon carnet, on était en mai 2022, je travaillais depuis septembre 2021 sur le livre. Et je me disais, c'est complexe, et j'avais l'impression d'avoir des idées qui étaient le début d'autres livres. Et en fait, tout d'un coup, un jour, je regarde mon carnet, et je me dis, mais non, en fait, toute cette partie-là, cette histoire-là, dont j'ai l'impression que c'est le début d'un autre livre, elle s'intègre naturellement dans celui-là. Donc je savais que tout d'un coup, j'ai vu mon livre, j'ai bougé des choses. Et donc j'avais beaucoup d'éléments, mais c'était très important pour moi que tous ces éléments parlent d'une seule et unique chose. Parlent du génie de l'être humain. Du génie de l'être humain qui finit toujours par percer dans la noirceur dans laquelle on grandit, qui finit toujours par triompher, quoi qu'on arrive. Quand on regarde la marche de l'humanité, c'est le triomphe de la lumière, toujours. On a l'impression à un moment donné que c'est le triomphe de l'obscurité, quand on regarde un cliché, si je prends un cliché comme ça, mais si je filme notre histoire, c'est le triomphe, c'est de la civilisation et de la lumière, au fond. Donc c'est de ça que parle ce livre, c'est de ça que parlent toutes ces scènes. Et c'était très important pour moi qu'une fois que ces scènes soient mises bout à bout, elles donnent une sensation d'évidence et de grande simplicité. Alors oui, le livre fait 500 ou 600 pages, mais il pourrait très facilement en faire 1200. Je n'ai pas du tout cherché à compliquer, j'ai cherché à faire le contraire. J'ai cherché à ce que ce soit le plus simple possible. J'ai cherché à enlever tous les mots qui n'avaient pas besoin d'être dans ce livre pour faire passer la force des idées. Outre cette histoire d'amour si particulière et si attachante entre Viola et Mimo, vous abordez aussi, comme vous avez déjà dit, le thème de l'œuvre d'art cachée. Cette œuvre d'art qui a des pouvoirs presque mystiques, qui peut entraîner une transe collective. Et je dois vous dire qu'en lisant, j'ai pensé au portrait de Dorian Gray. Ah, ouh. Oui. Joli, personne n'a jamais fait la comparaison. Ça me plaît beaucoup cette comparaison parce que ce livre ouvre parfois, mais de manière très subtile, sur le fantastique, sur un monde d'imaginaire. Mais tous les lecteurs n'y sont pas sensibles, donc c'est intéressant que vous ayez été sensible à ça. Moi, j'y suis très sensible. Il y a d'autres ouvertures à certains moments du livre que je ne veux pas déflorer sur potentiellement des choses qui ne seraient pas complètement explicables, mais pas forcément, c'est un livre qui est quand même fait pour être réaliste, mais il y a cette connexion avec le surnaturel, et ça vient, je dirais, une nouvelle fois, de ma perception du fait que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a une magie dans le monde qui n'est pas visible, et je crois au fond que le rôle de tout artiste est justement de donner à voir ce qui n'est pas visible dans le monde, et je crois qu'une grande œuvre d'art ne s'explique pas nécessairement, un grand tableau, ou en tout cas, tout ce qu'on pourrait expliquer, c'est de dire, en fait, ça n'est pas seulement ce que je vois. Il y a quelque chose derrière qui résonne en moi, qui me fait sentir la présence d'un monde que mes yeux ne voient pas. Et j'essaie de faire ça dans ce livre. Născut în 1971, Jean-Baptiste Andrea a primit pentru romanul Mereu cu gândul la ea, tradus și publicat în România de Editura 3, Marele Goncourt în 2023, cel mai important premiu literar acordat în Franța. În total, romanele sale publicate în Franța de Editura Iconoclast însumează peste 600.000 de exemplare vândute și traduceri în 26 de limbi.
Votre livre m'a conquis à un tel point qu'après l'avoir fini, je me suis senti en même temps vide et plein. Et j'ai voulu pleurer un peu, mais j'avais aussi une paix intérieure. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez éprouvé après avoir écrit la dernière parole, le dernier mot? Alors, merci de me dire ça, ça me touche beaucoup. J'éprouve exactement la même chose quand j'écris. Et je veux que les gens ressentent ça. Les gens qui ont compris ce livre éprouvent ça. Un mélange de tristesse et de grande joie, une émotion qui les submerge. Quand j'ai lu ce livre, la seule personne à qui je lis ce livre pendant que je l'écris, c'est mon épouse. Et je me rappelle lui lire les derniers... Je lui lis chapitre par chapitre quand j'ai fini un chapitre, donc ça s'étend sur plusieurs mois. Et je me rappelle quand je lui lis les dernières phrases, j'ai fondu en larmes. Je n'avais pas du tout vu venir la chose. Je lui ai lu et j'ai fondu en larmes. Et au moins, je me suis dit, bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc je suis toujours encore très ému quand je relis des moments de ce livre. Pas parce que je me considère comme un bon écrivain, j'ai juste eu l'impression que quelque chose m'a donné une histoire à transmettre et que j'ai transmis cette histoire, que presque que je ne suis pas l'auteur, mais je suis bien l'auteur. Mais j'ai ce paradoxe de l'impression qu'on m'a donné une histoire à passer. Donc je suis très honoré de cette réaction. Je suis encore, moi, très ému quand je dis des moments de ce livre. Ça veut dire que j'ai été juste, je n'ai pas triché, j'ai su trouver les mots. Mais au moment où j'écris la dernière ligne, ce que j'éprouve aussi, c'est une joie immense d'être arrivé au bout. Oui. Pour moi, c'est un tel travail, c'est tellement long et ça dévore toute ma vie que je ne fais que ça, que quand je finis, c'est un soulagement énorme. Je vais vous faire une confidence. Une de mes grandes hantises quand j'écrivais ce livre, j'avais tellement envie d'arriver à la fin, tellement envie de vous présenter cette histoire avec cette révélation. Je me suis dit, pourvu que je ne meure pas avant d'arriver à la fin de l'histoire. Donc, j'avais tout raconté à ma femme et j'avais dit, si je meurs avant la fin de l'histoire, toute l'histoire est là, et comme ça, quelqu'un finira le livre. J'avais très envie de raconter cette histoire. Et donc, quand j'arrive à la fin, je me dis, ouf, une partie de moi, je n'avais pas envie de mourir, mais je me dis, ok, si je meurs maintenant, au moins l'histoire est là. Je n'ai pas travaillé pour rien. J'avais cette hantise de ne pas arriver au point final. Donc, vous lisez à voix haute? Oui, pour mon épouse, oui, mais pas pour moi. Pour moi, je n'ai pas besoin. Maintenant, dans ma tête... Tout à fait. Mais comment le texte change quand vous le... Alors, en fait, c'est très particulier. La raison pour laquelle je lis à mon épouse, c'est que mon épouse est anglaise. Donc, je ne peux pas lui lire le texte en français. Elle parle français, mais pas assez bien pour comprendre les nuances de certaines choses. Donc, quand j'ai fini un chapitre, je lui traduis en anglais au vol, je lui traduis en direct. Donc, je fais plein de fautes. Il y a beaucoup de choses, certaines qualités littéraires, j'espère, disparaissent dans la traduction. Mais ce qui est très intéressant, je vais continuer l'exercice parce que je m'aperçois que ce qui reste, quand je raconte et que je traduis, il n'y a plus les brillants du texte, il ne reste plus que l'histoire. Et là, je vois si elle fonctionne. Est-ce que mon histoire fonctionne malgré les erreurs de traduction ? Et quand mon épouse fond elle aussi en larmes à un moment du récit où je ne m'attends pas du tout, alors que je lui fais traduction en me disant « Mon Dieu, il n'y a plus aucune qualité littéraire dans ma traduction », là, je me dis, c'est là que j'ai compris que ça a renforcé ma certitude qu'avant tout, il faut une histoire très profondément qui fonctionne. Pourquoi les grands contes de l'humanité ont survécu ? Tout à l'heure, vous avez employé le mot conte, c'est un très bon mot. Pourquoi les grandes légendes, pourquoi les grands contes de l'humanité ont survécu ? Parce que profondément, ils nous racontent une histoire qui résonne en nous, qui nous raconte notre condition d'être humain, qui parle de quelque chose de très important dans notre expérience humaine. Ils ont survécu à cause de ça. Et on peut les lire malgré un style médiéval ou un style du XVIIIe siècle qui n'est plus le nôtre, mais l'histoire a survécu. Donc on en revient à cette idée de c'est pas la peine de noircir des pages d'écriture, c'est pas la peine de sortir des livres qui n'ont pas besoin d'exister. Je dis pas que le mien a besoin d'exister, je dis qu'en tout cas, moi, j'en ai l'impression au moment où je raconte l'histoire. Je sais qu'il y a plein d'écrivains dans plein de langues qui écrivent alors qu'ils savent très bien que le livre ne devrait pas exister. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Moi, c'est ça mon problème, le travail. J'ai appris ça dans l'école américaine et j'ai fait mes premiers scénarios en anglais. Il n'est pas question de commencer un scénario. Là-bas, c'est considéré comme un métier, voilà, d'écrire. En France, on a ce paradoxe en France qu'on idolâtre les écrivains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment un métier. Donc c'est très très paradoxal cette situation qu'on a.
Moi, je suis très militant à l'échelle européenne. D'ailleurs, on a un vrai défi à l'échelle européenne, les artistes et les auteurs, de s'unir pour avoir une reconnaissance de notre statut. Le Parlement européen a décrété l'année dernière, en février 2024, a validé un rapport qui disait qu'il y avait une grande précarité des auteurs en France. Donc, c'est un vrai métier, il y a un vrai travail, il faut qu'on nous reconnaisse. Je me permets cette petite digression, mais c'est vrai que c'est un vrai paradoxe, cette perception de comment on fait ce métier-là. Et donc, voilà, c'était très important pour moi quand je dis à ma femme de comprendre à quel point, au-delà même des mots et de la brillance de la phrase littéraire, il y avait quelque chose qui pouvait fonctionner derrière, qui était l'histoire. C'est pour ça que c'est vital pour moi d'avoir ce long travail de construction du livre avant de passer à la phrase. Assez étrangement, j'ai du mal à voir les sculptures de Mimo Vitaliani. J'ai toujours collé dans leurs contours des images tirées des autres œuvres d'art, surtout de Michel-Ange. En effet, pour Pietà Vitaliani, je vois toujours le visage de la Vierge de Michel-Ange. Mais vous, en tant que l'auteur de ces œuvres, vous voyez ces œuvres? Non, ce que vous dites, c'est très bien, c'est intentionnel pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas là pour représenter une œuvre en particulier, puisque sa force n'est pas liée dans le fait que les gens la voient d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est pas très clair, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, il faut lire le livre. Mais évidemment, je savais très bien qu'à partir du moment où je ne montre pas une image à quelqu'un, je ne pouvais pas décrire cette statue très exactement. De plus, ça n'avait pas une très grande importance. Je décris qu'effectivement, elle est figurative. Elle est très figurative, elle n'est pas abstraite. Donc finalement, ce n'est pas anormal de se référer à la Pietà de Michel-Ange, ce que je fais dans le livre, parce que c'est confortable et c'est très bien. Ça marche très bien. Donc c'est pour ça, c'est vrai que je ne la décris pas, et quand je la décris, c'est effectivement pour faire un parallèle avec la Pietà de Michel-Ange, pour dire qu'il y a une ressemblance. Je savais très bien que chacun aurait son image en fonction de son... Il y a des gens d'ailleurs qui la verront probablement plus abstraite. Oui. Donc même pour moi, elle n'est pas figée, mais si je devais la décrire, je dirais que oui, c'est une statue figurative. Enfin, on va dire que, ça c'est expliqué dans le livre, le style de Michelangelo Vitaliani, le héros du livre, est figuratif. Sa force extraordinaire n'est pas dans le style général auquel il appartient. Voilà, donc c'est ce pas de côté qu'il prend. Là encore, on en revient à cette idée de raconter une histoire. C'est-à-dire que ce que fait Mimo Vitaliani, ça je l'explique pour ses autres statues, à chaque fois il raconte une histoire que personne d'autre ne raconte. Voilà, on en revient toujours à ça. Toute forme d'art commence par le fait de raconter une histoire. Vous écrivez à un certain moment que Viola et Mimo sont au fond une symphonie, au moins dans les paroles de Viola. Ce sont les paroles de Viola. Même la musique a besoin de silence. Et je voulais vous demander, comment savez-vous garder la proportion entre ce que vous dites et ce que vous laissez aux lecteurs de remplir avec leur imagination ou leur sensibilité? C'est instinctif et je dirais que c'est peut-être... la moitié de ce livre est dans les silences. Je pense qu'une bonne phrase, je vais aller plus loin, je pense qu'une bonne phrase, et les phrases que j'essaie de mettre dans ce livre, à part les phrases de transition, ne fonctionnent qu'avec des lecteurs qui font l'autre moitié du chemin, qui ne s'arrêtent pas à cette phrase et qui entendent ou qui voient le reste. Ce qui m'intéresse, je dis souvent que moi, je m'avance, on se retrouve à la moitié du pont. Et le lecteur repart. Moi, je remets un petit paquet à la moitié du pont, comme dans les grands films d'espionnage, et le lecteur repart de son autre côté. Il va faire l'autre moitié du trajet. Je crois que si vous prenez les phrases de ce livre et que vous ne les comprenez que pour ce qu'il y a écrit sur le livre, vous ne profitez pas du livre. Mes lecteurs, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs au fil des années, et des lecteurs qui viennent, ils me disent « je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti dans votre livre », et je dis « vous êtes mon lecteur ou ma lectrice parfaite », parce qu'effectivement, ça veut dire que vous avez fait inconsciemment cette autre moitié du chemin. Et puis, on vit dans une civilisation d'images, et ça, je le sais. Pour moi, je n'écris plus, on ne peut plus écrire comme on écrivait il y a 60 ans. Si je parle d'un univers de western, on a tous, ce qui n'est pas le cas ici, mais on a tous tellement d'images des westerns jusqu'à la caricature qu'on n'a pas besoin de décrire exactement que le type mâche son cigare et qu'il est barbu, parce que c'est l'inconscient collectif. Donc on écrit déjà différemment. On écrit pour générer cette image et pour l'utiliser ensuite. Donc c'est vraiment une très bonne question et je dirais que c'est très important pour moi que ces silences soient là et j'irais jusqu'à dire que l'essentiel de ce livre, chaque phrase contient ses propres silences.
Chaque phrase doit être enrichie, mais c'est inconscient et permanent, hein, ce n'est pas un travail intellectuel. Chaque phrase est enrichie et fécondée par ses lecteurs. Vers la fin du roman, on trouve une sorte d'explication pour la sculpture. C'est enlever tout ce qui est irrélevant, anecdotique ou superflu. Est-ce que vous avez sculpté ce livre? Oui, complètement. C'est vraiment pour moi une métaphore directe de ce que je fais en écriture, c'est d'enlever tout ce qui ne doit pas être là. Vous savez, le livre pour moi est si synesthésique. À la fois, c'est l'odeur des agrumes, des oranges amères, c'est le toucher de la pierre si lisse et si chaude. C'est aussi la vue de l'aube dorée et pure. Et j'étais curieux et je voulais vous demander quel sens prévalent pour vous? Alors, moi je suis myope. Déjà, peut-être mon sens le plus développé, c'est... alors, je ne suis pas hyper myope, mais quand même assez pour que mon sens le plus développé, c'est l'odorat. Et j'ai eu la chance de grandir dans une très jolie région de France et d'y habiter, qui est le sud de la France. Et c'est une région que j'aborde beaucoup par l'odorat. L'odeur de la pierre chaude, les essences qui sont magnifiées par le soleil. Mais aussi, je suis myope, mais la myopie n'empêche pas de percevoir les couleurs. Donc, j'ai aussi beaucoup de perception intense des couleurs. Et c'est la région où je vis, là encore, c'est une région qui a des couleurs absolument incroyables. Donc, ça, pour moi, je dirais d'abord l'odorat, ça c'est certain, et puis après les couleurs. La vue, mais c'est la vue qui voit les couleurs, pas le détail. Vous savez, la célèbre série de tapisseries La Dame à la licorne au musée de Cluny, dédiée exactement au sens. On a le toucher, on a le goût, on a l'odorat, l'ouïe et la vue. Et le dernier, c'est un mystère, c'est l'énigme à mon seul désir. Et je voulais vous demander pour la fin de cet entretien, quel était votre seul désir à propos de ce livre? Mais... mon seul désir à propos de ce livre a été exaucé, c'est-à-dire que ça a été de le mettre au monde, vraiment. Et maintenant qu'il existe, évidemment, j'ai vraiment envie qu'il trouve les lecteurs qui sont faits pour lui. Je m'explique. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, il y a tellement de choses tellement personnelles dans ce livre. Moi, je suis un hypersensible. Je suis quelqu'un qui est hypersensible. J'ai longtemps cru que j'étais très seul dans ma tête. Quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, personne ne va s'intéresser à ce livre, personne ne va comprendre ce livre. Et alors par chance, ça n'a pas été le cas, ça a été une révélation merveilleuse, mais je vois qu'il y a des lecteurs qui apprécient le livre au premier degré, l'histoire, l'aventure, genre, oh, super. Mais il y a des lecteurs qui sont ébranlés par ce livre, profondément, et chez qui ce livre résonne très profondément. Et je pense, j'espère, dans vos mots, j'ai entendu ce lecteur-là. Ce lecteur qui se sent tout d'un coup plus seul, qui se dit quelqu'un d'autre partage ma vision du monde. Moi aussi, je comprends ça. Moi aussi, je vois la même chose. Moi, j'espère que ce livre va rencontrer le plus possible de ces lecteurs-là, bien sûr. Même avec ou sans le Grand Goncourt, c'est le livre de votre vie? Probablement, oui. Alors, une nouvelle fois, je ne sais pas, j'essaie d'aller plus loin à chacun de mes livres ou de faire des choses différentes. Donc ça, ce qui est certain, c'est que c'était un chapitre. C'est-à-dire que j'avais le sentiment, en faisant ce livre, d'être complètement libre, d'utiliser tout ce que je savais et de le mettre dans ce livre. Donc, est-ce que c'est le plus grand ou le livre? Je ne sais pas. C'est le plus grand ou l'un des plus grands. En tout cas, c'était un sentiment de très, très profonde satisfaction. Ouais. Je force une confidence pour la fin. Est-ce que vous avez l'énergie et l'envie d'écrire un nouveau chapitre entièrement différent? Pour le moment, j'ai rien. Donc, l'énergie et l'envie, je ne les ai pas eues pendant cette année. Ça, c'est sûr, parce que je voyageais beaucoup. Ça a été, évidemment, le succès du livre m'a pris de court. Et là, je dirais que l'envie revient, l'énergie aussi, mais c'est très important pour moi. Je n'écrirai que si, de toute façon, ça a toujours été le cas, que si j'ai l'impression que je peux faire quelque chose qui soit ancré dans ce que j'ai fait avant, mais qui soit quand même, qui aille plus loin. Alors, ça peut aller plus loin par là, mais ça peut aussi aller plus loin par là.
ou par là, voilà. Pour le moment, la ligne que j'ai suivie pour le moment, c'est d'aller plus loin comme ça, tout droit, depuis mon premier roman, narrativement. Donc là, sur cette voie-là, je ne sais pas si je peux aller plus loin, en fait. Peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que par là ou par là, il n'y a pas des choses à explorer? Je ne sais pas. On va voir. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour cet accueil. Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, trăiți nelimitat.